Une vie rythmée par la peinture. Il est des êtres qu'une passion transfigure, et dont la vie est une recherche, voire une quête. Peut-on parler ainsi de Jacques Béchet? Chacun en jugera. Du dessin au pastel et à la peinture, du réalisme explorant crûment la nature et le corps féminin, la variété des matières, des thèmes, des couleurs et des traits multiplie les regards. Jacques Béchet nous offre un miroir qui amplifie et déploie la réalité, l'œuvre d'une passion, d'une vie, un kaléidoscope qui ne peut laisser personne indifférent. Il retouche un autoportrait. Il est jeune, hein. Avec Daniel Fuchs et puis Dominique Sellier et puis H&M, oui, chez Madame Castella. J'ai jamais vu d'expo chez Madame Castella. Ça fait des images assez sympas. Ouais. Corse. Ah, les ours. Et nous, on est là dans la flotte. Oui, oui. Il n'y a pas de justice. Non. Voilà, tu me dis ce qu'il faut que je fasse. Et... Tu peux faire des essais, par exemple, sur un papier, sur une toile. Comment ça se passe? Je peux faire... Oui, mais là, si on veut que ça dure pas trop longtemps, parce que moi je travaille beaucoup, je prépare des... Tu vois, je prépare des fonds comme ça, là, par exemple. Oui, voilà, bah, par Ça, exemple. c'est un Ouais, fond de prépare... palette. Voilà, ouais, d'accord. Et puis après, je travaille par-dessus et... D'accord. Là, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose avec. D'accord. Et quand c'est une toile, quand j'ai une toile par exemple qui n'est pas préparée, là j'ai un produit que je mets, que j'enduis la toile, tu vois, pour faire un fond blanc et bien enduit. Et puis après, je pars comme ça au hasard, quoi. D'accord. Je peux toujours essayer, oui. Ouais, hein. Je suis jamais sûr de réussir quelque chose. Alors attends, je vais prendre le pinceau. Ouais, c'est parfait, ça. Tu vois, c'est ça, hein. C'est des gestualités comme ça. Oui, oui. Je te l'avais reculé tout à l'heure. Parce que... Comme ça.
oui. On s'en fout à la limite. Ah oui, oui. Parce qu'on sait pas ce que ça deviendra. Alors, J'essaie de plus en plus de travailler d'ailleurs de cette façon-là, c'est-à-dire travailler, de partir de rien et d'essayer de créer. ouais. Et j'aime beaucoup ça, mais ça, c'est pas toujours évident. Non, parce que des Pas fois, toujours évident. on s'arrête parce qu'il y a un détail qui nous contrarie ou des choses comme ça. quoi. Ouais. Ouais. Et je te montrerai tout à l'heure un nu que j'ai fait là récemment et que j'ai fait comme ça absolument sans rien, comme ça, tu vois, simplement en partant. Alors, je suis obligé de mettre la cigarette nuit gravement à votre santé. Ah bon? Tu sais, on a interdit à Lucky Luke, Ouais, mais bah oui. déchets, non. Il s'autorise à filmer dans les films, à fumer dans les films. Eh oui. Ok. Petit patou. J'ai regardé tout ça hier. C'est ça. Ça, par exemple. Tu la vois là? Oui, oui, tout à fait. Alors pour l'instant, je vous convie à vous réunir autour d'un verre et je vous présente Monsieur Manwich et puis on va les écouter et prendre un verre ensemble. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Je parle devant vous. C'est jamais un gros effort de mémoire que d'évoquer l'atelier de Chaing et Jacques. Ce que l'on a vécu ensemble avec Jacques et Kazuo Yamaki et différents compères évidemment qui ont été souvent de passage à l'atelier, on avait le sentiment d'avoir vécu quelque chose de rare et un petit peu en marge de ce que l'on pouvait considérer comme étant les circuits habituels de la peinture et de l'art. Peut-être qu'on était né trop tôt, trop tard plus exactement, parce que on a eu le sentiment à l'atelier de Chaing, et Jacques a contribué pour beaucoup à cela, parce qu'il s'était imprégné énormément de ces périodes-là. On avait le sentiment de revivre quelque chose de très montparnassien, si je peux dire, pour employer un terme un peu bizarre. Mais cet atelier commun où circulaient de nombreux amis, de nombreux modèles, notamment féminins, puisque Jacques adorait peindre les femmes et il le faisait merveilleusement bien.
Et on avait la chance d'avoir des amis qui passaient et qui adoraient être croqués par Jacques. Et ça, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Et on avait donc le sentiment de vraiment de vivre quelque chose de totalement inédit et puis qui allait accompagner toute notre existence. Et évidemment, si je peux m'exprimer ainsi, on avait le sentiment qu'on allait tous devenir célèbres. Il est encore chez toi, le Ouais, camion. il est chez moi, Voilà. le père Milo. Voilà. Et il est 69. De Ouais. Jacques. C'est jamais un gros effort de mémoire que d'évoquer l'atelier de Chaing et Jacques. Enfin, disons que ça reste en mémoire de façon ferme et définitive, si je peux dire, ce que l'on a vécu ensemble avec Jacques et Kazuo Yamaki et différents compères, évidemment, qui ont été souvent de passage à l'atelier. On avait le sentiment d'avoir vécu quelque chose de rare et un petit peu en marge de ce que l'on pouvait considérer comme étant les circuits habituels de la peinture et de l'art. Peut-être qu'on était né trop tôt, ou trop tard, plus exactement, parce que on a eu le sentiment à l'atelier de Chaing, et Jacques a contribué pour beaucoup à cela, parce qu'il s'était imprégné énormément de ces périodes-là. On avait le sentiment de revivre quelque chose de très montparnassien, si je peux dire, pour employer un terme un peu bizarre. Mais cet atelier commun où circulaient de nombreux amis, de nombreux modèles, notamment féminins, puisque Jacques adorait peindre les femmes et il le faisait merveilleusement bien. Et on avait la chance d'avoir des amis qui passaient et qui adoraient être croqués par Jacques. Et ça, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Et on avait donc le sentiment vraiment de vivre quelque chose de totalement inédit et puis qui allait accompagner toute notre existence. Et évidemment, si je peux m'exprimer ainsi, on avait le sentiment qu'on allait tous devenir célèbres. C'était génial. C'était une aventure amicale, une aventure picturale qui, pour moi, était un petit peu débutante. Évidemment, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques et Kazuo très tôt quand je suis arrivé dans la Sarthe. Et c'était cette aventure commune qu'on a partagée pendant plusieurs années. Et ensuite, l'amitié qui, évidemment, s'est instaurée bien au-delà de l'atelier de Chaing, qui n'a pas perduré. On a eu le sentiment, et j'ai eu le sentiment, et je pense que Kazuo était comme moi, et tous les gens qui passaient à l'atelier l'ont ressenti, de vivre quelque chose de totalement inédit, avec en point d'orgue la peinture, ses mystères, son travail, ses déceptions, ses espoirs, ses expos ratés, ses belles expos parfois, ses belles rencontres. Tout ça mélangé fait que c'est un souvenir absolument indélébile et auquel Jacques, sa mémoire, son personnage, sa voix, sa vie, son œuvre restent définitivement attachés. Et pourquoi Chaing alors? Chaing, c'est une histoire de tout à fait étonnante. J'ai rencontré Jacques quand après toutes ces périodes ardéchoises auxquelles il m'a fait un petit peu participer parce qu'il avait encore des amis ardéchois qui venaient de temps en temps, qui étaient des gens formidables. Mais quand il est parti de Tours, il est allé en Ardèche, ensuite il est revenu sur la région tourangelle, et puis après il s'est installé dans la Sarthe, à la Chartre-sur-le-Loir. Il habitait une toute petite maison à la sortie de la Chartre. C'est là que je l'ai connu, après avoir fait une première exposition commune chez Madame Castella au presbytère de Chaing. Et de là est né un début de rencontre et d'amitié entre Kazuo Yamaki, qui exposait aussi, puis Jacques et moi. Et un jour, Jacques est arrivé en disant j'ai trouvé un lieu extraordinaire. C'est un ancien café avec une salle de bal là-haut, qui est un atelier formidable. Et je vais le louer, on va s'y installer. Et on a décidé très très rapidement, effectivement,
d'y vivre nos espoirs de picturaux de l'époque. On a créé des chevalets à 3 places, on a invité rapidement des amis, on a fait des salles d'exposition en bas, on a fait venir des modèles, enfin vraiment c'était... Et Jacques, c'était son lieu de vie permanent, et on se retrouvait tous les jours à 3 pour exposer là-bas, pour travailler, et puis pour vivre toute cette aventure incroyable. Alors Chahaigne, pourquoi ? Parce que le café, cet ancien café-bar de Chahaigne, existait, il était alloué, et c'est une opportunité que Jacques a saisie, parce que quand il a eu vent de cet atelier, qu'il a vu la salle de bal là-haut qui était extraordinaire, c'était mieux que l'atelier de Delacroix, hein, c'était fabuleux. Ouais. C'est vraiment... Et c'était à son retour de Tours, alors, ça? C'était bien... Oui, après, parce qu'en Oui. fait, il vivait déjà à la Chartre-sur-Loire depuis quelques C'est ça. années quand je l'ai rencontré. D'accord. Quand il a exposé à Chahaigne, et qu'on s'est rencontré à Chahaigne, lors d'une expo donc, au presbytère, c'est là qu'a commencé à naître notre sympathie commune, et qui allait se transformer, je le crois fermement, en amitié. Et donc Jacques, quand il a eu vent, il cherchait à déménager un peu de la Chartre, et quand il a eu vent de cet atelier-là, qui était une ancienne salle de bal, de danse là-haut, et puis un ancien café en bas, quand il a eu vent de cette location, il s'est précipité, il nous a dit, on tient un lieu formidable pour faire ce que l'on a envie de faire, et il nous a très rapidement associés à cet endroit, et on l'a baptisé très rapidement l'atelier de Chahaigne. Et, on a demandé à notre camarade Miton qui habitait Chahaigne et qui était peintre en lettres à l'époque, de nous peindre une très très belle enseigne qu'on a assez rapidement accrochée. Et puis c'était parti, et on s'est dit qu'on allait voir débarquer les Américains, les Japonais, les Anglais qui allaient nous acheter des toiles à tire-larigot. Et en fait on a vécu pendant plusieurs années une histoire d'amitié formidable, une histoire de passion, de rencontre avec beaucoup de gens. On n'a pas vendu énormément de toiles, mais c'était extraordinaire. Et la passion de Jacques, naissante de très très longue date pour la peinture, s'est affirmée complètement, s'est révélée de plus en plus dans cet atelier. Voilà. Et voilà, Et sur sa période de Tours, il a créé un tableau, il a fait un tableau, le Père Milot, c'était un tableau emblématique de la période. Le Père Milot, c'était un tableau auquel il tenait énormément, il ne se n'est jamais séparé, il ne l'aurait jamais vendu. C'était, il a eu le sentiment quand il l'a créé, effectivement, d'avoir peint, pas seulement un personnage, mais d'avoir peint une partie de ce qu'il habitait. Ce désir de peindre, ce désir d'accrocher très rapidement de l'huile sur des figures, c'est pas si simple que ça. Et le Père Milot, on a tout de suite le sentiment qu'effectivement, s'il n'était pas à l'époque un grand peintre ou un peintre en devenir, c'est à partir du Père Milot que Jacques est devenu un vrai portraitiste et un vrai grand peintre de talent. 70, quoi, voilà, les années 70, il y a eu un virage, absolument, et après son talent s'est affirmé vraiment. Le Père Milot, c'était emblématique, quoi, emblématique. Comment il a reçu le prix du département quand il a eu ce prix Petit à petit, d'exposition en exposition, même si de toute façon il fallait pour Jacques réussir à vendre la peinture. Donc c'était important d'en vivre évidemment pour la faire perdurer, puis la partager. Et donc il a multiplié les rencontres, et puis de rencontre en rencontre, il a multiplié les points d'accrochage de ces toiles, et les vernissages se sont un tout petit peu succédé dans des lieux emblématiques de la ville du Mans, de la ville de Tours, ou en tout cas de la région, même le château de Courtanvaux, les choses comme ça, enfin voilà, des endroits, des lieux qui permettent effectivement des accrochages un petit peu conviviaux et puis emblématiques de sa peinture. Et donc à ce moment-là, c'était important pour lui de toute façon de montrer la peinture. Et la montrer, c'est la vendre, la montrer, c'est la partager, c'est aussi pouvoir continuer à travailler. C'est encourageant de vendre des toiles, parce
qu'on a le sentiment effectivement d'une reconnaissance qui peut s'accélérer, et puis on a envie de travailler davantage. Le prix du département, c'est quand même le département de la Sarthe, Théodore Boulard. Oui, tout à fait. Donc il a d'exposition en exposition, évidemment, sa palette a été un peu reconnue, les gens qui s'occupaient et qui vivaient un petit peu la peinture, l'art pictural sur la région, dans les Pays de Loire, se sont un tout petit peu intéressés à son travail. Et à un moment donné, il a surfé de prix en prix, en présentant des toiles qui étaient toujours, encore une fois, j'emploie toujours le terme, mais emblématiques de sa passion pour disons, la peinture... L'activité du peintre, quoi. Et la peinture figurative, qui évidemment parle à beaucoup. Même si au fur et à mesure des années, la peinture de Jacques s'est un peu déstructurée. Comment dire, la vision picturale réaliste qu'il a affirmée au travers de sa peinture et de ses dessins pendant des années, a évolué. Il a déstructuré un petit peu à la fois son dessin et sa palette. Il s'est mis à bouder un tout petit peu l'huile pour découvrir et accélérer sa rencontre avec le pastel, et puis vraiment aller jusqu'au bout de cette technique, parce que c'était vraiment un pastelliste quotidien, et puis en espérant toujours qu'un jour le pastel l'aiderait à revenir à l'huile, qui est une technique vraiment un peu délicate et qui convenait un peu moins à sa palette du moment, des années 90 à 2005. Il a exploré la sanguine aussi. Il y a certains portraits. Mais la sanguine, de toute façon, c'était un dessinateur, vraiment un très bon dessinateur. Donc, forcément, le fusain, la sanguine, la plume, l'encre sublimaient la totalité de ses dessins. Après, quand il s'agit d'ancrer ou de mettre de la couleur dans un dessin ou sur un dessin, ou d'habiller un dessin, c'est tout l'art de la technique du peintre que de ne pas faire oublier le dessin qui est derrière la peinture, derrière l'huile. Et ça, Jacques, il s'est exercé à toutes ces tentatives-là, avec parfois quelques excellentes réussites, et puis quelquefois quelques petits échecs. Mais comme il produisait énormément, il faisait beaucoup de dessins, donc il y en a beaucoup qui passaient, qui partaient. Oui, il a vendu énormément de dessins. Mais même les dessins dont il n'était pas satisfait, je veux dire, ils sont restés lettres mortes dans ces cartons de date. Et on ne se gênait pas d'ailleurs pour lui dire, ça c'est extraordinaire, Jacques, puis ça, non, ça c'est très très moyen. Et donc il nous regardait avec ses yeux bleus. Interrogateur. Il chopait une clope, et puis il tirait deux taffes, puis il disait ouais, c'est pas faux, c'est pas très très bon ça. Et il passait à autre chose, quoi. Et il recommençait. Non, c'était vraiment un chic type, un personnage incroyable qui semait autour de lui la sympathie et l'affection comme un laboureur sème son blé, quoi. C'était un type étonnant. C'est un peintre de talent. Oui. Mais il est quand même resté au niveau régional. Qu'est-ce qui a fait ça? Mais tous les peintres de talent sont restés régionaux, voire même totalement inconnus de leur vivant. C'est un grand classique que de répéter ça. C'est l'histoire de la peinture. Une opportunité fait qu'un jour un peintre de talent décroche la timbale. Et puis la vie fait que certains peintres de talent passent à côté de cette même timbale et restent plus ou moins inconnus. En tout cas, il vaut mieux avoir du talent et être reconnu tel que Jacques l'a été aujourd'hui que de ne pas être doué. Ou être une étoile éphémère. Une étoile éphémère, ou de n'être reconnu que dans des sphères qui ne reconnaissent pas véritablement la peinture telle qu'elle doit se vivre, telle qu'elle doit s'apprécier, quoi. Donc la peinture n'a jamais été une question d'argent pour Jacques. Il a voulu vendre des toiles parce que ça sublime un tout petit peu la réalité du quotidien du peintre. Mais ce qui a toujours compté pour lui,
C'était peindre, créer. c'était travailler, peindre, travailler. Il y avait des moments de doute, hein, des moments de repos, des moments, des laps de temps pendant lesquels il n'était pas forcément, il le disait lui-même, très créatif. Et puis par moments, c'était voilà, une explosion, quoi. Il a eu quand même un talent reconnu parfois, puisque dans certaines salles des ventes, il a même voulu parfois racheter des tableaux qu'il avait faits, par exemple un tableau de Ferré, et il n'a pas eu les moyens de le racheter. Oui, exactement. Donc, ça, c'est une anecdote, effectivement, oui. Oui, non, mais tout à fait. Il y a cette anecdote, effectivement, du grand portrait de Ferré, qui était un de ses mon chanteur favori, c'était une icône pour Jacques, parce que sa vie était aussi tournée un tout petit peu autour de l'anarchie. Il a l'anarchie au sens noble du terme. Jacques, c'était un anarchiste amoureux de la vie, et ça, c'était quelque chose de très frappant chez lui. Donc Ferré, c'était une de ses idoles. Et d'ailleurs, à l'atelier, on mettait Ferré à fond quand on travaillait, quand on peignait, c'était une sacrée ambiance. Mais oui, il n'a pas pu, ce tableau qui était quand même magnifique, il a jamais pu le récupérer parce qu'effectivement, il n'avait pas l'argent pour le faire. Autre anecdote, un jour, lors d'une expo à Chahaigne, malheureusement après son décès, un gars est arrivé dans sa voiture, dans son coffre, avec des toiles. Et il me dit, je voudrais savoir, je suis pas certain, mais j'ai acheté ça en salle des ventes et je voulais savoir si c'était des Béchet. Alors j'ai dit, évidemment que c'était des Béchet. Donc il avait trouvé des portraits de Jacques en salle des ventes. Alors évidemment, l'œuvre d'un peintre, une fois sa disparition, c'est en salle des ventes que ça c'est parfois en salle des ventes que ça se décide. Ou pas, ou une espèce de reconnaissance tardive qui peut se faire grâce à des initiatives comme la tienne notamment. Enfin, il y a une espèce de devoir de mémoire par rapport à des peintres de talent qu'on se doit de mettre en œuvre de temps en temps pour qu'ils ne soient pas oubliés. Et puis de toute façon, on ne peut pas oublier une toile. Une toile, si elle n'est pas détruite, elle reste à vie. Accroché à un mur ou accroché dans le cœur de celui qui l'a acheté. Donc voilà, c'est ce qui fait la beauté de la peinture et de l'art en général. C'est que ce sont des fenêtres supplémentaires dans l'existence dont on peut plus se passer après, quoi. Et voilà, et on est un certain nombre en France, voire même à l'étranger, à posséder des Béchet qui sont des fenêtres magnifiques qu'il faut absolument préserver, quoi. Il y a même des copains qui l'ont honoré, et je crois qu'il y a même un de ses amis qui lui a fait une chanson. Oui. Roger Bigot, qui était un ami commun et qui venait à l'atelier, qui a eu beaucoup de sympathie pour Jacques, au point de lui consacrer une chanson, puisqu'il était chanteur, Roger également, un très bon chanteur, et il a écrit un très beau texte, qui rend hommage à Jacques, donc c'est une petite fierté quand même. Bon, merci à toi, merci à lui, et à la suite de l'interview, nous écouterons cette chanson. Oui, volontiers. Merci. Merci à toi.